Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de 45 minutes de décryptage pour cette thématique de ce mardi 11 avril sur la campagne que nous avons menée à Calirel Santé avec les établissements de la région sur l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap. Alors, pendant que tout le monde se connecte, juste quelques petits points très pratiques sur le principe des 45 minutes de décryptage. Donc, c'est un nouveau format qui est lancé pour l'année 2023. Donc, c'est le deuxième ou troisième temps qu'on propose depuis le début de l'année. Et l'idée, c'est de dédier un temps de 45 minutes spécifiquement pour les établissements de santé et d'avoir un rituel de web rencontre mensuel, progressivement mensuel, qui est dédié à la thématique de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Donc, nous sommes 45 minutes ensemble autour d'un thème. Donc, aujourd'hui, la campagne d'accès aux soins aux personnes en situation de handicap. Et l'objectif, c'est à la fois de partager sur les ressources, mais aussi de partager entre établissements et de profiter du retour d'expérience d'établissements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier, au-delà de la présentation de cette campagne, de pouvoir bénéficier du retour d'expérience de la clinique du Pré, qui sont connectés depuis Le Mans. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour à tous. Et qui nous partageront leur expérience à la fois de la campagne, mais aussi des plans d'action qui ont pu suivre dans la dynamique qui est portée au sein de la clinique du Pré. Alors, comme je vous le disais, de quoi nous allons parler aujourd'hui? On va parler bien entendu de la présentation de la campagne et de sa déclinaison méthodologique que nous avons lancée en mars 2021. Antoine abordera les premiers résultats et les enseignements qui sont portés au niveau de la région, mais aussi des pistes de réflexion et de l'outillage qui vous est proposé pour ceux, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, plusieurs participants n'ont pas participé à la campagne régionale, mais aussi partager sur les ressources qui sont à la disposition pour s'approprier le sujet et mobiliser les outils qui sont proposés au sein de Calirel Santé. Et puis, toute une partie de ce 45 minutes sera dédiée au retour d'expérience de la clinique du Pré qui se situe en Sarthe au Mans. Alors, juste quelques éléments très pratiques sur cette campagne régionale. Donc, comme je vous le disais, c'est une campagne que nous avons lancée en mars 2021. Une campagne qui est pluriannuelle puisque, vous le verrez dans les éléments que nous présentera Antoine, c'est une campagne qui se poursuit sur plusieurs années puisqu'on prévoit de remobiliser une évaluation à distance en 2024 et même après. Alors, on parle d'accès aux soins aux personnes en situation de handicap et les objectifs de la campagne s'inscrivaient vraiment dans cette réflexion pour identifier, vous permettre de faire un état des lieux et d'identifier un plan d'action, notamment pour contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap, spécifiquement dans les établissements de santé de la région Pays de la Loire. Donc, avec un objectif opérationnel d'établir un état des lieux, et cet état des lieux, il se situait de l'accueil à l'accompagnement et l'organisation des soins pour la population spécifique des personnes en situation de handicap. Et l'un des objectifs est d'une retombée Donc, le premier temps, c'était le diagnostic organisationnel. Et une fois que les établissements ont fait ce diagnostic organisationnel, ils ont pu après engager les deux autres temps, donc sur toute l'année 2022. Le deuxième temps, c'était l'évaluation des pratiques professionnelles et on avait choisi comme méthode la méthode du patient traceur. Et le troisième temps, qui était le recueil de l'expérience patient, et on avait proposé aux établissements qu'ils puissent utiliser la méthode empathie ou shadowing en anglais,
C'est-à-dire que quelqu'un suivait le patient pendant son parcours et il observait ses faits et gestes. Et ce qu'on avait également prévu dans la campagne, c'est que les établissements puissent mettre à jour leur diagnostic organisationnel. Donc, ils l'ont fait en fin 2022. Ensuite, le diapo, on a des petits soucis techniques. Voilà, les enseignements en région. Donc, quelques données sur les établissements qui étaient engagés. Donc, il y a 18 établissements qui se sont engagés dans cette campagne. Il y a tous les départements de la région qui ont été représentés et principalement sur des prises en charge de MCO, psychiatrie et puis ce qu'on appelle les SMR avec la nouvelle dénomination des SSR. 17 établissements ont fait leur diagnostic organisationnel. Et sur les 17 diagnostics qu'on a reçus, il y a 3 établissements qui ont eu le temps de mettre à jour ce diagnostic. Il y a eu 18 patients traceurs qui ont été effectués par 9 établissements et 10, on va dire, méthodes empathiques ont été déployées pour 4 établissements. Donc, on n'a pas la totalité des établissements puisque les établissements nous ont demandé d'allonger le délai pour qu'ils puissent réaliser leurs différentes évaluations. Et nous avons commencé vraiment cette campagne en mai 2021. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir la totalité de ce qu'on pouvait espérer en patient traceur et en méthode empathie, puisqu'on était en fait en sortie de crise, en début de crise Covid. Donc, c'était compliqué pour les établissements de pouvoir bien s'investir dans cette thématique. Alors, néanmoins, on a quand même des premiers éléments à vous partager. Donc, on l'a fait en 2 temps, d'abord le diagnostic organisationnel et après le résultat des patients traceurs. Donc, sur le diagnostic organisationnel, on a fait le choix de vous présenter uniquement les 3 établissements qui ont pu faire le diagnostic original en 2021, plus la mise à jour en 2022. Donc, ce sont des premiers résultats qui sont un peu partiels parce qu'on n'a que 3 établissements, mais on trouvait quand même intéressant de vous présenter ces résultats. Donc, le diagnostic était composé de 25 questions qu'on a réparties en 5 grandes thématiques. Donc, l'organisation de la prise en charge, la sensibilisation et la formation des professionnels, la présence des aidants, la qualité et la continuité de la prise en charge et, d'une manière plus globale, l'évaluation du projet, puisque nos grilles étaient vraiment construites comme un projet que l'établissement met en place de A à Z avec une évaluation initiale et une évaluation finale. Donc, sur la partie, et on a représenté, sur ce diagramme, ce qui est en vert clair, les résultats de 2021, en vert foncé, les résultats de 2022, et on vous a représenté uniquement les 2 éléments de réponse, oui et en grande partie. Donc, on n'a pas mis les 2 éléments partiellement et non. Donc, sur la partie organisation, on voit une progression nette entre 2021 et 2022, avec des éléments qui ont été cochés de manière positive par les établissements, donc notamment qu'il y ait une équipe de pilotage qui a piloté la mise en œuvre de cette campagne. Également, l'identification des besoins qui a été faite. Cette campagne a été inscrite vraiment de manière institutionnelle au projet d'établissement, parce que les établissements étaient en cours de rédaction de projet d'établissement, donc ils ont intégré cette campagne dedans. Il y a eu un lancement officiel avec notamment la signature de la charte Roland Jacob. Et puis également, il y a eu une évaluation complète de l'accessibilité des locaux. Et sur cette partie organisation, il y a encore 2 éléments qui sont encore à travailler au sein des établissements, l'accueil et l'orientation. Et on verra également ça dans la partie évaluation patient traceur, puisque ça ressort cette thématique. Et puis également l'évaluation de l'accessibilité de l'information. Sur la sensibilisation à l'information, il n'y a pas eu d'évolution entre 2021 et 2022 et les établissements n'ont pas eu le temps, parce qu'on a un pourcentage de 3,8, n'ont pas eu le temps de bien travailler ce sujet, notamment sur la sensibilisation de l'ensemble des professionnels, ce qui peut prendre du temps dans un établissement. La définition des cibles de formation, puisque dans notre enquête, on ne souhaitait pas que tous les professionnels soient formés à la formation à la prise en compte de l'handicap, mais que les établissements puissent identifier les personnes clés, les personnes ressources, pour qu'ils puissent avoir une formation plus complète qu'une simple sensibilisation. Et puis également, la sollicitation pour les actions de formation n'était pas forcément partie prenante. Et puis également, toute la partie communication.
Sur la présence des aidants, donc c'est quelque chose qui était assez développé déjà dès 2021. Donc les aidants sont clairement identifiés dans les structures. Par contre, une fois qu'ils sont identifiés, la présence et le rôle de ces aidants dans la prise en charge n'est pas forcément clairement identifié et clairement identifié entre qui fait quoi à quel moment. Et on trouve ça également dans la méthode patient-traceur. Sur la qualité de la prise en charge et la continuité des soins, il y a aussi une nette amélioration de 15 points entre 2021 et 2022. Et donc, il y a le référent handicap qui est bien identifié. Ce qui est important, il y a un temps collectif qui est mis en place avant que le patient arrive en structure. Néanmoins, c'est un petit peu ce qu'on retrouve avec la partie organisation, l'accueil et l'orientation. Donc, il n'y a pas forcément une procédure d'accueil et de prise en charge qui est bien formalisée. Et puis également, les documents de liaison plutôt en aval, qui ne sont pas forcément existants, alors qu'ils sont existants en amont. Voilà. Donc, mais du coup, l'amont, on le retrouve avec le temps collectif. Donc, l'amont est plutôt bien structuré, c'est plutôt la prise en charge au sein de la structure et la partie aval qui est moins structurée avec des documents de liaison qui ne sont pas forcément établis. Et puis enfin, l'évaluation du projet, ce qui est un peu normal puisque on évalue le projet quelques années après la mise en place. Donc là, pour l'instant, la satisfaction des professionnels externes n'est pas mise en place, ni l'évaluation des partenariats, et également la communication n'est pas forcément très développée sur cette partie d'évaluation du projet. Donc là, des premiers enseignements plutôt sur la partie organisationnelle et l'impulsion par la gouvernance de ce projet, évaluer la prise en charge des personnes en situation de handicap. Donc, et puis c'est vrai qu'on est à un an, état des lieux à T0 et puis un an après l'évaluation. Donc l'idée, c'était vraiment de permettre aux établissements de pouvoir aussi mesurer la progression sur l'organisation autour de l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap. Donc, en fait, c'est assez naturel de voir que ce qui a pu avancer dans l'année précédente, c'est plutôt en lien avec tout ce qui est structuration et organisation qu'on retrouve à la fois dans la thématique organisation du référentiel HAS, mais aussi sur la thématique qualité et continuité avec le référent handicap et les temps collectifs. Exactement. Alors ça, c'est plutôt un diagnostic, on va dire, macro. Et ce qui a été particulièrement intéressant dans cette campagne, c'est toute l'interrogation et le recueil d'expériences auprès des équipes et auprès des patients, voilà, sur des patients traceurs. Et sachant qu'ici, on a juste un retour d'expérience de 3 établissements, donc c'est à prendre aussi avec des passettes. Sur la deuxième partie, sur la partie patient traceur, on a plus de données en fait. Comme je vous le disais, on a 18 patients traceurs qui ont été réalisés. Et on a demandé aux établissements qui ont fait la méthode de patient traceur de nous dire sur quel segment ils avaient fait le patient traceur. Et ils l'ont fait principalement sur la préparation, donc avant que le patient arrive dans la structure, sur la partie accueil et admission et plutôt sur la partie hospitalisation. Donc, on a vraiment des données importantes sur cette partie-là. Et puis, la deuxième partie de segment qui a été plutôt évaluée, c'est la sortie d'hospitalisation. Et puis, au milieu, on a quelques expériences, mais qui n'étaient pas suffisantes pour qu'on puisse recueillir des premiers enseignements. Et sur la population qui a participé, enfin, les patients qui ont participé au patient traceur, donc on a à peu près la même quantité de patients entre 18 et 65 ans, et puis les 65, et puis les patients au-delà de 65 ans. Voilà. Et sur les handicaps, on a plutôt de handicap moteur, mais on a quand même du handicap psychique pour 4 patients, et l'handicap sensoriel pour 4 patients également, et puis un handicap mental pour 1 patient. Donc, dans le détail, voilà. Donc, en fait, ce questionnaire de patient traceur, il comportait 64 questions. Donc, on va pas reprendre en intégralité, mais ces 64 questions, on les a regroupées en 14 thématiques que vous avez à l'écran. Et donc, du coup, comme c'est une méthode de patient traceur, les établissements ont pu évaluer la pratique des équipes et puis également le vécu du patient. Donc, ce qui permet, on fera au fil de l'explication qu'il y a des petites différences entre comment les patients ont vécu leur prise en charge et comment les soignants ont participé à la prise en charge. Donc, sur les premiers items, que ce soit document de liaison, respect de la dignité, la prise en charge de la douleur, la personne de confiance, l'adaptation à l'environnement, le projet personnalisé et les pratiques médicamenteuses,
On est à plus de 80% sur l'ensemble des patients traceurs et il n'y a pas vraiment de différence entre les pratiques professionnelles et puis comment le patient a vécu ses prises en charge. Donc voilà. Et après, on va rentrer plutôt dans le détail sur les 7 thématiques en dessous. Donc, si on prend la première thématique, évaluation initiale et continue de l'autonomie du patient, là, on va vraiment une nette différence entre les pratiques, comment les professionnels pensent faire le prise en charge et comment le patient l'a vécu. Et on va vraiment une nette différence, notamment sur l'évaluation des besoins spécifiques et les habitudes de vie. Là, on va vraiment un décrochage entre comment le patient a vécu sa prise en charge et comment les soignants l'ont fait. Voilà, donc là, c'est un premier enseignement qu'on peut tirer avec un petit delta sur le ressenti du patient. Sur la deuxième thématique, la préparation de la sortie, donc c'est à peu près pareil, il n'y a pas de grande différence. Ce qu'on a pu ressortir de ces thématiques, c'est que les professionnels n'utilisent pas forcément une checklist de sortie, on n'a rien oublié sur la prise en charge. On l'a abordé dans le diagnostic. Les documents de liaison, les carnets de santé renseignés pour la prise en charge navale ne sont pas forcément renseignés, tout comme la lettre de liaison. Donc là, les deux, que ce soit patient ou professionnel, ils sont d'accord que sur cette préparation de la sortie, il y a des marges de progression qui sont à faire pour que le patient puisse avoir une prise en charge en continuité sur la sortie. Sur les demandes d'examen complémentaires, alors là, on a une nette différence, mais dans l'autre sens. C'est que c'est spécifique à la prise en charge par les professionnels. Les professionnels n'ont pas forcément les renseignements cliniques et les motifs de l'examen pour mener à bien ces examens complémentaires. Et sur la partie la réalisation des examens adaptés, les patients trouvent que ces examens ont été réalisés dans des soins dans un environnement adapté, alors que les professionnels ils pensent qu'ils auraient pu s'améliorer dans ces prises en charge. Donc, on a vraiment une différence et cette fois-ci, c'est plutôt le patient qui son vécu, il pense que les soignants ont fait comme il fallait pour que l'examen soit adapté à leur handicap. Sur la place de l'aidant, donc on retrouve ça dans le diagnostic organisationnel et puis là, que ce soit dans la pratique des soignants ou le vécu du patient, ils trouvent que tous les deux, que à la fois patient et soignant, que l'aidant n'est pas forcément appliqué comme il l'aurait dû. C'est ce qu'on a vu dans le diagnostic. L'aidant est bien identifié, mais sa place dans la prise en charge n'est pas forcément bien définie, et du coup, son application, par conséquent, n'est pas forcément bien définie. Sur les échanges au préalable, c'est le côté amont. Donc, il y a quand même une différence entre les deux. Il n'y a pas forcément un échange téléphonique qui est fait en amont. Donc là, professionnels et patients sont d'accord. L'échange, quand il a pu avoir lieu, n'est pas forcément retranscrit par les soignants. Donc du coup, perte d'informations pour la suite de la prise en charge. Les besoins spécifiques par rapport au handicap de la personne qui va être admise ne sont pas forcément identifiés. Donc à la fois vécu patient et prise en charge professionnelle. Et l'aidant, on retrouve ici l'aidant, sa présence, son besoin, sa place n'est pas forcément identifiée à la fois d'un point de vue pratique professionnel et d'un point de vue patient. Pardon. Sur l'information et le droit du patient, donc les deux sont d'accord qu'il y a plusieurs points à améliorer avec un léger décrochage entre le vécu du patient et la prise en charge par les soignants. Le patient trouve que l'information qui est délivrée n'est pas forcément adaptée à son handicap, donc du coup perte d'information. L'information dossier n'est pas forcément tracée dans le dossier. Et puis également, toutes les informations que les professionnels ont pu tracer ne sont pas forcément retrouvées dans le dossier du patient. Et sur le dernier point, donc là c'est on a classé par thématique, par ordre décroissant. Et l'accueil administratif et l'admission, c'est là où il y a plus de marge d'amélioration. Il n'y a pas forcément une priorité qui est accordée aux patients. Donc des points notamment sur l'accueil aux admissions n'est pas forcément priorisé. Et l'accueil n'est pas forcément non plus personnalisé
le vécu du patient et les pratiques ne sont pas forcément claires sur ça. Donc, sur ces 14 thématiques, on voit que les patients sont, sur le vert, patients et soignants sont relativement d'accord sur ce qui fonctionne bien. Sur les points améliorés, sur certaines thématiques, les deux sont d'accord, mais sur certaines thématiques, il y a un décrochage, soit du point de vue du patient, soit du point de vue des professionnels. Peut-être ce qui est important à prendre en compte, c'est que là, derrière cette méthode de patient traceur, c'était bien évidemment, il ne s'agissait pas d'évaluer la qualité du document de liaison ou la qualité le respect de la dignité et de l'intimité du patient en tant que tel, mais bien la prise en compte de la personne en situation de handicap dans l'intégralité de ces thématiques. Alors, c'est assez intéressant de voir que certaines thématiques qui, par ailleurs, pour la file active classique des patients, c'est des thématiques qui ressortent comme des points d'amélioration. Par exemple, je pense à la personne de confiance, qu'on ne retrouve pas du tout chez l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap. On voit bien que c'est un sujet d'attention à la fois pour les équipes et à la fois pour les patients accueillis. Mais par contre, on retrouve des choses qui ne sont pas si spécifiques aux personnes en situation de handicap, notamment tout le volet de l'information, mais qui est peut-être probablement un petit peu plus client, là où le besoin d'adapter la communication et les modalités de communication et de partage d'informations sont importantes entre professionnels et patients. Et ce qui nous a particulièrement intéressé nous, dans cette analyse-là, c'est qu'on peut voir que globalement, l'équipe et les patients interrogés sont assez d'accord sur les constats, avec des choses qui fonctionnent plutôt bien. Et d'ailleurs, on a quasiment plus de la moitié des items qui fonctionnent bien, et puis des choses qui fonctionnent moins bien, sauf sur une thématique où la perception de l'équipe est beaucoup plus sévère que celle des patients, notamment tout ce qui est en lien avec l'articulation, la coordination avec d'autres équipes qui n'appartiennent pas au service, mais pour des examens complémentaires, donc soit au sein de l'établissement ou par un extérieur, un établissement externe ou un laboratoire, où le regard de l'équipe est beaucoup plus sévère que celle du patient qui, alors c'est intéressant, ça nécessite d'être creusé, qui a peut-être plus l'habitude de faire lui-même le lien entre les différents opérateurs. Donc voilà pour cette partie-là, et la clinique du prix, dans quelques minutes, justement, va pouvoir ressortir comment ils ont vécu cette évaluation et les points qui vont ressortir. Donc, juste des points de données chiffrées sur la méthode empathie, parce qu'on n'a pas de données plus complètes à vous proposer. Donc, pour rappel, il y a eu 10 méthodes empathiques qui ont été réalisées par 4 établissements. Et là, on retrouve également ce qui ressort. Ce qu'ils ont plutôt évalué, c'est le côté admission du patient, donc il y en a 10. Et les autres thématiques, les autres segments sont à peu près le même ordre d'idée. Et sur la population qui a été accueillie, donc c'est plutôt des 18-65 ans. Et puis les handicaps des différents patients, donc on a toujours le handicap moteur qui est prépondérant. Et là, sur les empathies, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu également 3 handicaps mentaux et 3 handicaps sensoriels. Donc c'est plus équilibré par rapport à ce qu'on a pu voir sur le patient traceur. Mais sur ces points-là, la méthode qu'on avait proposée aux équipes ne nous permet pas pour l'instant de donner des données chiffrées et un premier aperçu, mais je vous l'indiquerai en fin de 45 minutes. On va continuer à communiquer sur cette campagne. Donc, et voilà l'expérience de la clinique du prix nous montrera que c'est possible. Puisqu'ils ont fait, je spoilie un peu, mais ils ont fait 4 méthodes d'empathie, donc du coup, ils vont pouvoir vous expliquer comment ils ont fait ça et quels enseignements ils ont pu retirer. Donc voilà ces premiers enseignements, on va dire plutôt sur l'ensemble de la campagne. Et on va passer la parole à la clinique du Pré, que nous remercions de proposer le retour d'expérience sur mais comment ils ont mené leur campagne, quels sont les freins qu'ils ont pu avoir, et puis quelles sont les principales actions qu'ils ont pu mettre en place sur leur clinique. Et n'hésitez pas à poster tout au long de leur présentation d'éventuelles questions ou commentaires qu'on pourra relayer à la fin de la présentation de ces dames. Merci Stéphanie et Marie-Françoise. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis Stéphanie Grand-Rémy, responsable du pôle qualité sécurité des soins, et j'interviens au nom de Virginie, ma collaboratrice, qui est malheureusement malade aujourd'hui, qui devait animer ce retour d'expérience avec Marie-Françoise. Marie-Françoise Payen, je suis cadre de santé à la clinique du Pré et depuis quelques mois attachée au service qualité.
Donc, au niveau du retour d'expérience qu'on peut vous proposer aujourd'hui, on va commencer par les principes du déploiement de la campagne au sein de notre établissement. On abordera également les points forts de notre côté, ainsi que les freins qu'on a pu observer. Et puis, on terminera par les actions qu'on a pu mettre en place à ce jour. Alors, au niveau du déploiement de la campagne, donc on s'y est inscrit dès le début. On a souhaité d'emblée proposer le sujet en réunion d'encadrement, réunion de coordination, on appelle réunion de coordination à la clinique du Pré. Donc, on a plutôt reçu donc, un accueil favorable à ce premier niveau d'information. Donc, on a ensuite pu rassurer en fait par le fait que ce soit positif. On a pu faire valider le projet par la CME. Alors, on a proposé et présenté le projet en CME. On a reçu une validation favorable également. Donc, à partir de là, on a regardé comment on pouvait être sûr ou à peu près sûr de pouvoir suivre le projet dans le temps, puisqu'on avait bien noté dès le début qu'il s'agissait d'un engagement sur le long terme. Donc, on a regardé comment ça pouvait s'intégrer et comment on pourrait le suivre de manière régulière au sein de la commission des usagers, puisque nous, ça nous semblait indispensable, effectivement, de pouvoir travailler avec nos représentants des usagers, dont certains sont très impliqués depuis plusieurs années avec nous sur les projets. Donc, on a profité de notre projet des usagers qui prévoyait un axe spécifique sur le développement de l'expérience patient dans notre établissement pour pouvoir placer ce projet où il était question pour nous de développer l'expérience du patient porteur de handicap. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait le lien entre ce projet régional proposé et notre projet des usagers en interne. Donc, on a continué à suivre ce projet en commission des usagers régulièrement. Alors, au préalable, on a beaucoup travaillé, beaucoup échangé avec les représentants des usagers, ne serait-ce que pour définir comment on allait programmer les patients traceurs ainsi que la méthode empathie, puisque dans notre idée, dès le début, c'était de pouvoir proposer aux représentants des usagers de s'investir dans la méthode empathie, qui est une méthode qui était complètement nouvelle pour la clinique du Pré et voilà, qui semblait être une approche intéressante car différente. Et on voulait pouvoir expérimenter. Donc, on l'a fait avec eux. Et puis, hormis la CDU, on a continué à suivre le projet au niveau du copil qualité. Alors, pas systématiquement, mais à chaque fois qu'on avait atteint une étape du projet, comme l'auto-évaluation ou bien le lancement des démarches de PP, le copil qualité nous a permis de faire des retours assez régulièrement. Donc, à la clinique du Pré, on a réalisé 3 patients traceurs, 2 en hospitalisation conventionnelle et un parcours ambulatoire. Et on a pu réaliser 4 suivis par la méthode empathie. Alors, en faisant intervenir donc, des représentants des usagers ou notre assistante qualité, selon les étapes et selon les opportunités aussi, puisqu'il a fallu repérer quand on avait un patient porteur de handicap et selon les étapes qu'on avait prédéfinies, qui étaient donc chez nous au niveau du parcours, on a pris un patient arrivant sur le parking et jusqu'à son installation en chambre. On a aussi fait le suivi donc, dans l'ombre du transfert de la chambre vers le bloc opératoire. Donc ça, c'était un autre patient. On a fait aussi un parcours retour, donc salle de réveil et retour dans la chambre du patient, ainsi qu'une sortie de bloc jusqu'à la sortie de l'établissement. Donc ça, c'était sur un parcours court, un parcours ambulatoire. Donc, au niveau des points forts, ce qu'on a pu relever, c'est que d'emblée, on a pu constituer une équipe de pilotage pluriprofessionnel portée par des responsables de soins qui avaient été donc impliqués dès le début au niveau de notre point de coordination hebdomadaire, les représentants des usagers qui ont de suite adhéré, et puis l'équipe qualité ainsi que l'assistante sociale de l'établissement. Au niveau
On avait aussi, au préalable à cette démarche régionale, on avait déjà réalisé un diagnostic, conformément à la réglementation, un diagnostic de l'accessibilité à l'établissement par une entreprise extérieure. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir cette base de travail et de connaître déjà un petit peu quels étaient nos points faibles. Et donc, ça, c'est des choses qu'on prend en compte depuis ce diagnostic et dans tous les travaux d'évolution, de rénovation ou d'agrandissement de l'établissement. La prise en compte du handicap dans tous les projets de l'établissement, donc ça c'est, voilà, comme je vous disais, on est en pleine phase de travaux encore actuellement, donc tout ce qui est nouveaux circuits, tout ce qui est signalétique, donc ça nous permet de prendre en compte le résultat de nos travaux par rapport à tous ces projets d'actualité. L'inscription du projet dans le PACS, ça c'est voilà, d'emblée, dès qu'on s'est engagé dans la démarche, on a bien sûr programmé le suivi de cette action, de ce projet dans le PACS. Et l'engagement de l'établissement correspond à la prise en compte de ce projet dans les notes d'orientation stratégique de l'établissement pour les années à venir. Donc, ça nous permettait de répondre aux exigences de la certification V 2020. Effectivement, on n'est pas passé à côté de ces demandes de vérification qui sont faites dans le cadre de la certification. Dans le plan de développement des compétences, alors ça fait plusieurs années qu'on avait aussi déjà identifié de pouvoir proposer au moins annuellement une formation de prise en charge des patients en situation de handicap, donc qui sont proposés cette année, pour exemple, on a deux infirmières, on a proposé à ce que 2 infirmières puissent bénéficier de cette formation. Et puis, on essaie de favoriser le rôle de l'aidant, donc comme un accompagnant dans la prise en charge de nos patients habituellement. Alors moi, je vais vous parler des freins qu'on a pu observer sur le terrain, notamment déjà pour le repérage de tous les types de handicap. La traçabilité dans le DPI n'est pas forcément systématique ni exhaustive, surtout au niveau de tout type de handicap ou de niveau de handicap, pas toujours pris en compte. Et aussi par les informations transmises par le patient qui ne sont pas toujours spontanées, du fait que pour le patient, ça fait partie de son ordinaire, son quotidien, et qu'il a aussi une méconnaissance souvent des besoins spécifiques dont les soignants ont besoin en hospitalisation, dans les services. Ensuite, on avait aussi l'anticipation des informations transmises. La connaissance des informations est primordiale en amont du séjour et elle est rarement anticipée par les établissements transférant les patients dans notre établissement, en hospitalisation chez nous, je vais arrêter, excusez-moi. On a rarement les informations qui nous arrivent avant l'entrée du patient, sauf par des établissements spécifiques bien habitués comme l'Arche dans notre secteur de notre territoire. Et on a aussi l'information en interne qui ne suit pas toujours, même si on a eu l'information en amont du séjour, on constate aussi que l'information ne suit pas toujours en amont pour les personnes concernées, c'est-à-dire les cadres de service ou les soignants eux-mêmes, avant l'entrée. Souvent, les dossiers ne sont pas forcément checkés en amont, ils sont plutôt ouverts et observés demi-journée avant l'entrée, dans les meilleurs des cas. Donc ça, c'était un gros frein. Ensuite, notre site internet n'est toujours pas accessible non plus à tous les types de handicap, notamment pour les malvoyants ou les patients déficients mentaux. Donc là, c'est surtout un frein économique parce que les logiciels le permettant restent malgré tout un investissement important. Donc, ce n'est pas forcément la priorité du moment. On a eu aussi à faire face à un questionnement en lien avec la diffusion de la charte Romain Jacob. On se demandait si on pouvait l'avoir à disposition librement ou si elle était soumise à condition d'engagement par l'établissement. Donc, on a envoyé un mail
à ce sujet à Handifaction. On est en attente de réponse actuellement. Ensuite, on a fait des recherches au niveau des outils informatiques à disposition. On constate malgré tout qu'ils restent encore limités, notamment par leur accessibilité, leur gratuité éventuellement, et aussi par leur ergonomie. On a souvent des outils informatiques qui peuvent s'adapter pour certains handicaps, mais pas d'autres, qui ne sont pas toujours facilement applicables en l'état pour les soignants et pour leur permettre un gain de temps et pas en rajouter à leur charge de travail. Donc, il y a forcément un travail préparatoire à faire la plupart du temps. Ensuite, il y a toujours l'adhésion des différents professionnels. En effet, le contexte actuel n'est pas très facilitant, que ce soit pour les praticiens, pour les soignants ou pour les AMA. Mais malgré tout, on a pu profiter de la motivation, de la disponibilité de nos encadrants, que ce soit dans les services de soins ou au service des admissions, qui ont été à nos côtés pour développer justement nos différentes actions. Alors, au niveau des actions mises en place, donc suite à l'étude du parcours d'information et des besoins des patients suite aux patients traceurs et aux observations qui ont été faites, ça nous a permis d'adapter notre dossier de préadmission. Donc, on a ajouté dans ce dossier un repérage du type de handicap patient. On a aussi regardé dans notre DPI comment on pouvait trouver un moyen d'identifier. Donc, on a un logo qui permet, donc, par l'assistante médico-administrative qui enregistre la préadmission du patient de cocher, donc de rendre visible la présence d'un handicap auprès d'un patient, ce qui permet à notre assistante sociale d'anticiper. Notre assistante sociale, qui fait partie d'un binôme référent handicap dans l'établissement, repère par ce moyen le patient porteur de handicap et est en mesure de l'appeler, de vérifier avec lui dans quelles conditions on va pouvoir l'accueillir au mieux, sur des dispositions matérielles ou même sociales ou autres. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous, qu'on a formalisé au sein d'une fiche de liaison handicap entre le patient et la clinique, plutôt, une clinique et patient. Ça permet en fait, l'assistante sociale, par cette fiche de recueil, permet de faire le lien entre les besoins du patient et l'accueil dans le service. Donc, c'est un lien ensuite qui est fait auprès du cadre de soins concerné. Ce qui fait qu'on a un contact systématique, on souhaite avoir un contact systématique en amont du séjour pour tous les patients porteurs de handicap qui seraient repérés par ce biais. Et on est en train de formaliser la procédure d'accueil et de prise en charge des patients en situation de handicap pour permettre une diffusion de l'information en interne. On a également donc développé des outils complémentaires, donc notamment, comme je vous en parlais auparavant, le paramétrage d'une application sur les tablettes pour le service des admissions et pour les services de soins. On a utilisé donc l'application Medipicto. Donc, c'est une application qui est mise à disposition gratuitement par la PHP et qui permet les échanges et la communication entre soignants et patients au moyen de textes comme de pictogrammes en 16 langues différentes. Donc, ça, c'est un point assez positif. Notamment, nous avions déjà à disposition des tablettes dans chaque service par ce qu'on avait déjà des applications pour les commandes de repas comme pour autres domaines comme les suivis des pansements, par exemple. Donc, on avait déjà le support qui facilitait et qui permettait de mettre en place rapidement cette application. Et comme je vous le disais auparavant, on a été quand même obligé de faire des groupes de travail préalables pour paramétrer les différentes situations de manière à que ce soit plus ergonomique pour les soignants et que ça leur permette de gagner du temps. Voilà. On a également complété le paramétrage de l'entretien d'accueil IDE sur le DPI en complétant,
en détaillant un peu plus les items de repérage des différents handicaps. Et puis, on a aussi rationalisé nos cibles dans les transmissions des soignants. On est passé de 45 à 17 cibles, de manière à faciliter l'usage, favoriser cet usage, le suivi et aussi le repérage tout au long de l'hospitalisation. Et puis, on a finalement établi aussi un tableau récapitulatif des moyens à disposition en lien avec chaque handicap et chaque service qui est mis à jour en continu et qui est à disposition dans le logiciel documentaire de l'établissement et ainsi affiché dans chaque infirmerie. Au niveau de l'évaluation, aujourd'hui, donc on a mis en place un questionnaire de satisfaction spécifique pour les patients porteurs de handicap pour nous permettre d'avoir un petit peu de retour sur ce qui est mis en place et ce que l'on pourrait encore améliorer. Et au niveau de la communication en interne, on a fait alors principalement de l'information flash pour l'instant, mais on fera de la formation plus poussée lors de nos séances de formation d'une journée annuelle. Mais on est passé dans tous les services vers présenter en quelques minutes de manière flash, communiquer autour du projet. Et ça, on le fera régulièrement au fur et à mesure des avancées aussi. Voilà, on pourrait nous dire, on est à l'écoute de vos questions éventuelles. Merci beaucoup, mesdames. Merci de cette présentation qui était très, très claire. Et puis, on voit à la fois l'engagement institutionnel et puis aussi toutes les parties prenantes, parce que ça a engagé les équipes et pas que les équipes de soins, administratifs, assistants sociaux, équipe qualité, logistique. Il y a vraiment un travail extrêmement conséquent. Et puis, on voit aussi tout le chemin encore à poursuivre. Alors, il y a quelques premières questions sur le chat qu'on va pouvoir vous relayer. Et puis, pour les participants, n'hésitez pas à les reposer. Une première question autour de la fiche liaison. Vous avez évoqué handicap. Est-ce qu'elle est bien complétée en amont et comment les personnes y ont accès? Est-ce que c'est par l'intermédiaire du site internet de l'établissement ou par un autre moyen pour accéder à cette fiche de liaison spécifique handicap? Alors, cette fiche de liaison, elle est interne. C'est l'assistante sociale ou son binôme, assistante médico-administrative. C'est le référent handicap en fait qui la complète. Le patient, lui, signale son handicap via le dossier de préadmission lorsqu'il annonce son arrivée prochaine et qu'il prépare son séjour. Donc, c'est un repérage fait en interne, en amont du séjour, qui permet à l'assistante sociale de tracer sur un document spécifique. Alors, pour l'instant, il est papier, mais on va le faire évoluer et bien sûr, on va chercher à l'informatiser le plus rapidement possible. C'est encore assez récent, ça fait à peine plus d'un mois qu'il est mis en place. Donc, pour l'instant, c'est un document papier qui est transmis ensuite directement au service de soins par l'assistante sociale. En fait, le parcours d'information, c'est le patient qui renseigne les documents de préadmission. Aux admissions, l'AMA coche, comme disait ma collègue, un logo au niveau du DPI, qui est repéré régulièrement par le binôme de référent handicap et qui rappelle le patient systématiquement pour compléter cette fiche justement, de manière à avoir tous les éléments bien précis pour la prise en charge du patient, et elle le transmet ensuite au cadre référent de ce patient. De manière à ce que voilà, la prise en charge soit anticipée avant l'entrée du patient. Toujours sur cette fiche, alors déjà un merci beaucoup de Lou Martineau qui a posé cette question, qui vous remercie pour votre retour. Une question complémentaire en lien avec cette fiche, quels sont les éléments qui sont renseignés? Est-ce qu'on comprend bien que c'est un travail de prise de contact personnalisé et individualisé par l'assistante sociale? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments spécifiques qui sont renseignés au sein de cette fiche? Alors, il y a principalement au sein de la fiche, on recueille simplement les besoins spécifiques, que ce soit en accompagnement social déjà au niveau d'un premier ordre, en vérifiant la présence d'un aidant, d'un accompagnant qui sera possible ou pas de prévoir pendant le séjour. Également au niveau des dispositions matérielles, parce que ça va permettre d'aller justement vérifier si dans le service où on a prévu d'accueillir le patient, le matériel sera bien présent, s'il n'est pas déjà utilisé, etc. Donc, c'est vraiment un premier niveau de repérage des items
repérage des besoins. Et puis, c'est surtout aussi dans l'échange avec le patient que ça permet, en répondant peut-être à ses questions à lui, à ses inquiétudes, de nourrir et de préparer le séjour un petit peu à la carte. Oui, c'est au-delà de la fiche de liaison, c'est un premier contact aussi pour permettre d'apporter des réponses et puis de faire en sorte que la personne elle se sente en sécurité aussi dans la prise en charge au sein de la clinique. Et accueillie. Voilà, ouais, c'est Oui. D'être accueillie. Alors, vous avez cité une application. Alors, je vais le mettre sur le chat, le lien vers l'application, mais l'application de la PHP, vous pouvez nous dire comment elle se nomme déjà, enfin dire aux participants comment elle se nomme, puis nous en dire un petit peu plus sur l'utilisation que vous en faites et comment vous l'avez intégrée dans les pratiques. Alors, il s'agit de l'application Medipicto, MEDIPICTO. Ouais, je l'ai mis sur le chat. D'accord. Oui, c'est ça. Medipicto, donc c'est une application qui peut être facilement téléchargeable comme on l'a fait nous sur les tablettes, mais aussi sur les smartphones. Le patient lui-même peut aussi la télécharger s'il le souhaite et anticiper éventuellement son séjour ou ses consultations avec les praticiens. Elle est vraiment, comment dire, applicable, je veux dire, pour le soignant comme pour le patient. On a différents profils, soit profil homme, profil femme, profil enfant, jeune garçon, jeune fille, ou aussi pour les bébés, ça c'est plus pour les jeunes parents, on n'est pas trop concernés chez nous. Mais voilà, et ensuite vous avez 16 langues différentes. Les questions, il y a déjà des questions types, alors je n'ai plus le nombre en tête, qui sont associées à des pictogrammes. Voilà. Et donc, vous avez différentes possibilités de scénarios aussi qui peuvent être paramétrés de manière à gagner du temps. Et sinon, vous avez les différentes thématiques qui permettent de retrouver les questions ou les pictogrammes associés à ces thématiques. Ça, je disais qu'il fallait quand même qu'il y ait un travail préalable parce que je pense que c'est le constat qu'on a fait, nous, personnellement, quand on a pris en main dès le début, c'est que ça paraissait assez lourd pour les soignants d'emblée. On ne voulait pas les rebuter. Voilà, donc on préférait quand même faciliter l'usage avant de leur présenter. Je pense que c'est important et aussi commencer à mettre certains scénarios qu'on a travaillé avec les encadrants préalables. Et puis, on les a fait quand même assez dans le général, mais sur le parcours, que ce soit pour l'admission, pour l'entrée, la préparation au bloc opératoire, même pour le bloc, la SSCPI aussi, et puis la sortie aussi. Pour les soins, je pense que ce sera une étape qui va suivre. Pour l'instant, on est encore au stade de démarrage. De manière à ce que les soignants puissent se l'approprier service par service. Et c'est vrai que c'est une application que vous utilisez dans le cadre de l'accès aux soins en personnes en situation de handicap, mais c'est une application qui est utilisable en fait pour tout ce qui est en lien avec des difficultés, en lien avec la communication, notamment je pense aux barrières de la langue, par exemple. Oui, voilà, c'est là. Soit c'est les patients qui ne sont pas francophones, par exemple, soit ils ne comprennent pas ou parlent pas bien le français, soit c'est des patients aussi malentendants ou sourds. Ça peut être aussi des enfants pour faciliter aussi le dialogue. Par contre, les points négatifs pour nous, c'est qu'il n'y avait pas le mode vocal, donc ça ne permet pas de gérer les patients malvoyants, sauf si on relit nous-mêmes les questions. Et ça n'a pas vraiment son intérêt. Et aussi, les pictogrammes ne sont peut-être pas adaptés pour tous les types de déficiences intellectuelles. Alors, Marie Potentual qui demande si vous connaissez l'application Roger Voice. Et je suis preneuse de toute proposition, justement. Alors, Marie, je vais te laisser la possibilité de prendre la parole. Alors, il faut juste que je te retrouve parmi les participants pour que tu nous parles un petit peu de cette application. Alors, hop. Normalement, tu dois voir afficher une demande de réactivation de son.
Bonjour, vous m'entendez? Ouais, parfait. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Donc nous, on a été confrontés il y a plusieurs mois à une patiente qui ne pouvait plus s'exprimer à domicile et qui était pourtant prise en charge en HAD et pour laquelle il a fallu trouver un moyen de communication à distance puisque nous, on n'est pas au chevet des patients en continu. Donc on a trouvé l'application Roger Voice qui est une application qui est partiellement gratuite. Il y a une durée que là, j'ai plus en tête d'usage de mémoire, c'est 3 heures, mais je peux dire des bêtises, et qui permet en fait au patient qui l'installe sur son smartphone d'appeler, par exemple, l'HAD, donc un numéro de fixe, un numéro de portable, en écrivant ce qu'il veut transmettre oralement. Je ne sais pas si je suis claire. Si, c'est même très intéressant. Donc voilà, donc cette appli nous a bien aidés. Après, c'est pas le seul. Enfin, ça suffit pas, mais c'est déjà un outil. Donc moi je disais Roger et c'est Roger. Ouais, Roger. Oui, c'est une avancée. C'est vrai que les outils existent, mais ils ne sont pas forcément complets. C'est déjà plusieurs beaux outils. Pour l'application Medipicto, on peut aussi s'en servir pour les patients qui sont sous respirateur. Je sais pas, on a l'USC, ça peut arriver, les patients sous respirateur. Voilà, les patients qui sont trachéotomisés ou voilà, différentes situations, ils ne peuvent pas non plus s'exprimer oralement. Et qui sont voyants. Eh bien, merci Marie pour cette votre application. Et puis c'est vrai que l'application de la PHP est déjà assez complète. Ah oui, très bien. Et je vous rejoins sur le fait qu'il faut quand même s'approprier et voir comment la porter auprès des professionnels pour que ça soit utile et utilisé surtout, puisque l'intérêt, c'est que ce soit utilisé, bien entendu. Alors, peut-être une dernière question avant de nous quitter, parce qu'il est déjà 52. Nous avons une question autour de la personnalisation du questionnaire de sortie. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots comment vous avez procédé pour personnaliser le questionnaire de sortie pour zoomer, pour prendre en compte en fait l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap? En fait, on en a créé un. Enfin, on s'est basé sur on est parti d'une feuille blanche et on a recréé un questionnaire en se posant la question. Voilà, on a mis des choses en place aujourd'hui avec la possibilité de contacter le patient en amont, etc. Donc, on cherche à vérifier si toutes les étapes auxquelles on a pensé, ce qu'en pense le patient lui-même, porteur de handicap, lui et son accompagnant aidant. Tout simplement pour vérifier en quoi on pouvait s'améliorer. On a laissé une large part au niveau de chaque question à de l'expression libre en fait pour pouvoir recueillir un maximum d'informations et tout ce qui pourrait nous aider à améliorer ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui. Alors, une petite question, savoir si vous accepteriez de partager des éléments de vos travaux, notamment sur le questionnaire de satisfaction pour les personnes en situation de handicap. Oui, le questionnaire de satisfaction, alors il correspond aux étapes qu'on a pu, qu'on a imaginées quand on a séquencé l'accueil de la personne porteuse de handicap, mais oui, éventuellement, oui. De toute façon, effectivement, déjà, il y aura le replay et puis nous, on prendra le temps d'échanger avec la clinique du Pré pour voir comment le lien avec les applications et autres, les ressources qu'on peut valoriser dans tout ce qui vous a été partagé aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup, mesdames. C'était très intéressant et puis très riche aussi d'humilité autour de la masse, en fait, et de l'engagement que vous avez eu travailler sur ces sujets qui sont à la fois un sujet fondamental parce qu'on parle de l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap, l'objectif c'est de pouvoir leur apporter autant qu'en milieu ordinaire, et puis de tout l'engagement autour du travail encore à opérer parce qu'en fait il y a une réflexion, une adaptation, prise en compte des contraintes partagées des uns et des autres qui n'est pas forcément évidente. Donc merci pour ce partage fort intéressant. Et puis de montrer aussi que cette campagne, elle existe, Antoine. Alors, juste pour finir ce 45 minutes,
Donc, pour aller plus loin, donc, il y a un guide HAS qui est paru en 2017, sur lequel on s'est appuyé pour bâtir cette campagne. Et dans ce guide, il n'y avait pas toute la partie évaluation du recueil de l'expérience patient. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté dans cette campagne la méthode empathie, justement pour rajouter le côté expérience patient. On communique de manière régulière sur la campagne. Donc, il y a déjà 2 publics qui ont été faites. Et donc, il y en a une 3e dans les prochaines semaines qui prendra en compte de tout ce qu'on a pu vous présenter. Et puis également, on a un kit de mise en œuvre de cette campagne. Donc, effectivement, là, les établissements comme la clinique du Pré s'étaient inscrits dans la démarche régionale de cette campagne d'accès aux soins des patients en situation de handicap. Mais parmi les participants d'aujourd'hui, il y en a à peu près la moitié qui ont participé à la campagne et l'autre moitié découvre cette campagne. Donc, effectivement, même si c'est une campagne régionale qui est déjà débutée, vous pouvez vous inscrire dans cette campagne quand vous le souhaitez. Les outils sont disponibles. Le kit de mise en œuvre est disponible. Donc, il faut juste que vous nous envoyez un petit message sur contact. On reprendra contact avec vous pour justement vous ouvrir l'ensemble des documents, des documents de recueil, sachant que vous êtes autonome sur la mise en place de votre campagne, puisqu'on vous ouvre les droits également sur notre plateforme IFORAP. Donc, vous pourrez saisir vos données et récupérer votre rapport personnalisé. Donc, vous êtes totalement autonome dans le déploiement. Par contre, on peut vous accompagner dans la mise en place et vous donner des outils pour déployer cette campagne. Voilà, donc comme le disait Noémie, le 45 minutes de ce soir sera mis en ligne la semaine prochaine et on va se rapprocher de la clinique du Pré pour voir comment on peut échanger sur les différents outils qui ont été présentés. Voilà. Voilà. Merci infiniment à tous pour à la fois votre participation. Au plus haut du webinaire, il y avait une 30aine de personnes de connectées. De nouveau, un grand merci sincère à la clinique du Pré d'avoir accepté de partager, de prendre le temps de partager son expérience. Et puis, bien entendu, merci Antoine de piloter cette campagne et de nous avoir partagé ses résultats. Et puis, bien, l'équipe de Qualité Santé est à votre disposition pour continuer à partager et échanger. À très bientôt et merci à tous. Une bonne soirée, à bientôt. Au revoir.